sur l'actualité proprement dit, 2 informations qui méritent, d'être, retenues, soulignées. La première, c'est, le compromis qui aurait été trouvé avec la justice américaine, pour Assange, qui, après une saga et des épreuves sans nombre qui ont duré 15 ans, des menaces d'expulsion et d'emprisonnement à perpétuité, heu, aurait trouvé ce compromis, il serait en vol à l'heure actuelle, vers les îles Mariannes, qui est un territoire américain, dans le Pacifique, où, devant, des magistrats, il reconnaîtrait, sa culpabilité, c'est d'avoir divulgué des informations, sensibles, diplomatiques et militaires, sur, les activités, américaines. Je rappelle qu'Assange n'est pas citoyen américain, il est citoyen australien. Et pendant la guerre d'Irak de 2003 et ailleurs, voilà. Donc Assange, on le sait, était un lanceur d'alerte et a attiré l'attention, du grand public sur, certains comportements de l'armée américaine qui étaient, parfaitement, désolants, immoraux, désolants, stupides, cruels, mais, comme sait se comporter, l'armée américaine à l'occasion, qui n'est pas une armée extrêmement bien disciplinée. On sait avec le débarquement, on ne sait pas combien de centaines, voire de milliers de viols ont eu lieu en France de la part des troupes de choc qui avaient été, pour partie, libérées des prisons américaines, alors qu'il y a certainement eu, des viols de la part de l'armée d'occupation allemande, mais enfin bon, on doit pouvoir les compter peut-être, sur les doigts d'une main ou des 2 mains, guère plus. Voilà, les Allemands étaient, il faut bien le reconnaître, étaient disciplinés, ce qui n'était pas le cas des hordes ayant, déferlé sur les plages de Normandie. Je dis bien les hordes, puisque l'Amérique, rappelons-le, ne perdons, jamais de vue qu'il s'agissait de nous coloniser. C'était une armée d'invasion, au sens propre du terme, selon leur propre terminologie, définition. Donc Assange, reconnaîtrait sa culpabilité et à partir des îles Mariannes, en espérant qu'il n'y ait pas d'anicroche, il s'envolerait, vers, l'Australie. Voilà, il aurait fait une partie du voyage. Alors son affaire est proprement scandaleuse puisque d'un côté, on nous dit que la démocratie, c'est la liberté d'information, la liberté de communiquer, d'échange. D'ailleurs tout le système économique, libéral se fonde sur, la liberté le libre passage, que ce soit des biens, des personnes ou des biens immatériels, donc de l'information. Liberté d'un côté, mais pas pour tout le monde. Et Assange aurait, commis un crime de lèse armée américaine, alors au prétexte que ces révélations auraient pu mettre, la vie, de certains, agents ou militaires, en danger. Ce qui s'est avéré, totalement faux. Personne n'a jamais eu à pâtir, des révélations d'Assange. Donc, une société qui d'un côté, heu, avec des grandes démonstrations, la main sur le cœur, sur je ne sais quoi, prône, la liberté, plutôt le droit à l'alerte de l'information, à être un alerteur, et de l'autre côté, sanctionne, durement, châtie même ceux qui s'y risquent. On le voit en France, on a un précédent, Vincent Renoir, qui lui vient de passer, 15 mois, je crois, dans une prison, écossaise, à la demande des autorités françaises, qui ont fini par obtenir, son expulsion ou son extradition, je ne sais pas très bien. Et tout ça, alors qu'aujourd'hui, Vincent est en liberté avec bien sûr plusieurs épées de Damoclès, suspendues au-dessus de sa tête, puisqu'il a, eu la prétention de vouloir, relire, l'histoire des heures les plus sombres. Quand je dis relire, c'est-à-dire revisiter, réviser, d'où le terme révisionnisme, corriger, des
des erreurs, des fautes d'interprétation, voire des mensonges, ou apporter des précisions utiles à la compréhension de certains événements, comme ceux notamment d'Oradour. Qui étaient les Allemands qui ont perpétré la tuerie d'Oradour, et il faut aussi examiner dans quelles circonstances et pour quelles raisons. Ces Allemands étaient pour partie apparemment soit des Ukrainiens d'ailleurs, si je me souviens bien, soit également des Malgré-nous, c'est-à-dire des Alsaciens. Donc les hordes SS d'Attila étaient ceux qui aujourd'hui, ceux pour lesquels nous nous battons en Ukraine. Enfin, nous fournissons, je viens de voir une vidéo tout à fait éclairante de Monsieur Mariani, qui nous explique que la France vient de contribuer de façon sèche, nette, claire, à l'approvisionnement de 12 à 15 milliards d'euros pour l'Ukraine, qui seront prélevés directement dans la caisse de l'État. 9 milliards par le truchement des institutions européennes, et le reste donné directement, c'est peut-être que 12 milliards, hein, 3 milliards de la main à la main, si je puis dire, de la part de M. Macron. Mais après moi le déluge, hein, quand M. Macron en 2027 sera parti, il faudra que les Français, un an plus tard, commencent à rembourser, que ce soit le Covid et le reste, et je peux vous assurer que ça va être coton. Et ça sera aussi sanglant. Il faut s'y attendre. Voilà. C'est pourquoi M. Macron est si copain avec le bloc des droites, puisque pour lui, grande stratégie, si on veut couler les derniers bastions, les derniers reliquats de la droite nationalitaire, souverainiste, comme on dit, eh bien, on lui refile le bâton merdeux, et des dettes qui sont là aussi proprement hallucinantes. Alors Assange libre, j'espère que ça se confirmera, qu'il ne sera pas retenu sous un prétexte quelconque aux îles Mariannes pour être extradé ensuite vers le continent nord-américain. Espérons, touchons du bois, qu'il puisse retrouver et recouvrer une véritable liberté. Il l'aura bien mérité. C'est un exemple à méditer, encore une fois, sur ce que sont nos démocraties, ce qu'elles tendent à devenir être. Autrefois, il y avait un dénommé Scouillance, qui était professeur à l'Université catholique de Louvain, qui avait rédigé un ouvrage sur la dérive totalitaire des démocraties. Mais je crois que nous y sommes, et nous en avons des preuves tous les jours. Alors, maintenant, deuxième information importante de la matinée. Eh bien, on croyait que les émeutes pour le jeune Naël étaient terminées, celles qui ont coûté 1 milliard à la France, enfin 800, 900 et plus de millions, il y a tout juste un an. Eh bien, ces émeutes ont repris. Enfin là, il ne s'agit pas de la banlieue, des banlieues, des villes extraterritorialisées par l'immigration massive, mais il s'agit de la Nouvelle-Calédonie. Alors il y a de jeunes brutes. Évidemment, ces jeunes brutes ne sont pas les Kanaks, les Kanaks qui ont l'esprit rassis et qui ont compris que manger le pain de la France, c'était manger du pain béni, qu'on ne peut pas être mieux que français. On a beaucoup de droits, peut-être celui de se taire quand il s'agit de critiquer, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits, et que je ne vois pas les jeunes brutes incendiaires qui ont de nouveau dressé des barrages, qui caillassent les véhicules, gérer leur patrimoine minier, le fameux nickel et le reste, et résister aux convoitises, que ce soit de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Chine ou des États-Unis d'ailleurs.
puisqu'il y a autour de l'archipel de Nouvelle-Calédonie, on peut parler d'archipel, il y a une zone maritime exclusive, une zone économique qui est d'une valeur inestimable, au plan économique, mais aussi au plan géostratégique. Voilà. Donc ça a repris, ça flambe. Donc ça, c'est résultat de la politique de Monsieur qui a encouragé, il faut le dire, il a encouragé ces jeunes gens. Il espérait que le troisième référendum aidant la Nouvelle-Calédonie aurait décidé de son indépendance. Ce n'est pas le cas. Trois référendums qui ont confirmé la volonté, comme autrefois, quand il y a eu l'indépendance des Comores. Les Mahorais, eux, ont décidé de rester dans la France. Ils avaient bien raison, mais enfin bon, maintenant ils en payent aussi le prix, pas à cause de la France, mais à cause des Comores indépendantes qui déferlent et qui crèvent de faim et qui essayent de déferler sur le dernier bastion de la France dans l'océan Indien, l'un des derniers bastions. Voilà, donc là où nous en sommes, belle réussite du macronisme qui a encouragé en sous-main les velléités d'indépendance, velléités absurdes, et dire qu'il y a encore des gens en France, des gauchistes, des extrêmes gauchistes, des extrêmes cons, qui parlent de décolonisation. Ah bon, de décolonisation, alors que la fusion des peuples s'est opérée, que la Nouvelle-Calédonie est occupée aussi par d'autres ethnies du Pacifique. Je ne parle pas des métropolitains, des Français ou des Caldoches installés depuis plus longtemps en Nouvelle-Calédonie que Nice n'est elle-même française, et le duché comté de Savoie. Rappelons-le, arrêtons avec ces stupidités monstrueuses, honteuses de décolonisation. Le temps n'est plus à la décolonisation. Je rappellerai au passage, et je termine là-dessus, que toute la lutte contre les Blancs en Afrique du Sud n'a jamais été faite au nom de la colonisation. Il y avait une commission de décolonisation aux Nations Unies qui n'a jamais épinglé pour cela l'Afrique du Sud, qui est un pays qui avait été bâti presque exclusivement par les Blancs. Toutes les populations noires d'origine, les Hottentots ayant disparu, s'étant dissous, ceux qui étaient là étaient arrivés par la suite, avec les guerres ethniques que l'on connaît entre Xhosa et Zoulou, qui n'ont d'ailleurs guerres ethniques qui n'ont jamais cessé et qui se sont même aggravées après la fin de l'apartheid. Ça, ce sont des petits points d'histoire. Ceux qui voudraient corriger mon propos, qu'ils ne se gênent pas, mais je vous demande de méditer sur ces choses. Donc, les émeutes naéliennes, calédoniennes ont repris, ça flambe. Ces gens possédaient des dispensaires, des stades, des écoles, des routes, il reste plus rien, tout est cramé. Bravo, c'est beau, c'est beau quand même l'esprit d'indépendance. Alors, qu'en est-il de la situation au Levant, Proche-Orient? Intensification des tirs, des échanges entre Israël et le Liban Sud, voire plus loin. On parle d'un embrasement possible. Les populations israéliennes du Nord se sont repliées dans des habitations de fortune, se sont dispersées. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on dit que on avait même annoncé l'embrasement final pour le 22. Le 22, c'était dimanche, samedi, dimanche, et ça n'a pas eu lieu grâce au ciel. Alors, il faut se poser la question, Israël a-t-elle les moyens véritablement
d'une confrontation directe avec le Hezbollah, qui a renforcé ses arsenaux, ses armements, qui possède des dizaines, voire des centaines de milliers de missiles de tout calibre et de toutes sortes. Le Hezbollah aurait diffusé des images du port d'Haïfa et de différents sites militaires montrant que ces drones sont capables de pénétrer, d'aller photographier profondément en territoire israélien sans être interceptés. Il y aurait aussi des tirs des bâtiments, je ne sais pas si ce sont des bâtiments de guerre, qui auraient été endommagés dans le port d'Haïfa, 2 ou 3. Donc, les escarmouches se multiplient, qui petit à petit ne sont autre chose, sont plus que des escarmouches. Le commandement militaire israélien annonce un retrait d'ici 4 à 5 semaines, de mettre plus ou moins fin à ces opérations dans la bande de Gaza, justement pour pouvoir déplacer des forces vers le nord israélien. Maintenant, au bout de 9 mois, force est de constater que l'affaire Gazaoui est un fiasco sur tous les plans. Si le Hamas n'a pas été vaincu, c'est le premier but de guerre, parce que les otages n'étaient que subsidiaires, je puis dire, même si ils étaient médiatiquement mis en avant. Si le Hamas n'a pas été éradiqué, s'il est toujours actif à partir de tunnels qui n'ont pas été repérés ou détruits, eh bien, ça veut dire que toutes ces destructions auront été inutiles. Et que reste-t-il de Gaza d'ailleurs? Pas grand-chose. Il ne reste pas, comme on dit, pierre sur pierre. Les opérations, d'ailleurs, s'y poursuivent, avec des bilans humains toujours assez lourds. Il y a eu une opération de libération très très médiatisée, les 4 otages qui ont été retrouvés, mais apparemment, plusieurs otages lors de cette intervention auraient trouvé la mort, et ce sont des centaines de Palestiniens à chaque fois. Je dis bien des centaines, hein. C'est par paquet de 10, de 20, de 30 qui auraient été liquidés. On peut pas dire autrement, qui auraient été liquidés. Donc les opérations aussi, et des bombardements plus ou moins dévastateurs, avec, je viens de le dire, 10 morts, 20 morts, 30 morts par-ci, par-là. Donc Israël continue à pédaler dans la choucroute. C'est triste, mais ce genre d'opération n'a de sens que si elle est de courte durée, et si une négociation efficace et intelligente, et surtout de bonne foi, parvient à libérer des otages. Et de l'autre côté, il faudrait ne pas oublier qu'outre les gens qui ont commis des crimes de sang en Israël, les prisons israéliennes abritent 1000, 2000, 3000 otages palestiniens, c'est-à-dire des gens qui ont été incarcérés de façon administrative, sans grief particulier à leur égard. Ça, il faut le rappeler. Donc maintenant, Israël, armée de conscription, a-t-elle les moyens d'engager, de croiser le fer avec le Hezbollah? Rien n'est moins sûr, même si l'économie libanaise est dans les choux. Le Hezbollah est fort, s'est renforcé. C'est peut-être la seule structure politico et militaire du Liban qui tienne encore véritablement debout. Rappelons qu'en 2006, Israël était intervenu, ses chars étaient détruits par des roquettes anti-chars, je crois que c'était des missiles, je sais pas si c'était des taux, qui étaient extrêmement efficaces et contre lesquels il n'y avait pas de parade. Les jeunes soldats de Tsahal n'avaient pas toujours les équipements nécessaires. Ça allait de la chaussure aux boucliers, ce qu'on appelle des boucliers, les gilets pare-balles, et n'avaient même pas forcément des boîtes de rations complètes. Ce que je dis là, c'est sans exagération. Le reflux de Tsahal du sud Liban, c'était
ce n'était pas fait dans un ordre parfait et accompli. C'était plus une retraite qu'un retrait. Voilà. Donc nous en sommes là. Si une attaque du sud Liban intervenait pour nettoyer le territoire, repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litanie, ce serait à la fois un aveu d'échec en ce qui concerne Gaza, et puis peut-être serait-ce une façon de euh, un coup, non pas de désespoir de la part de Netanyahou et son équipe, qui a supprimé le cabinet de guerre depuis le départ du ministre Gantz. Donc toutes les décisions sont prises au sommet entre M. Netanyahou et ses acolytes zélotes. Zélote. Acolyte est un mot grec. Acolytos, c'était ceux qui perçaient les murs pour les cambrioler. Et un petit point linguistique et histoire. Donc ce serait Monsieur Netanyahou jouerait son bateau. Alors bien sûr, tout le monde dit il a peur de se retrouver face à la justice s'il quitte les affaires, mais c'est pas seulement ça. Netanyahou est un idéaliste. Il rêve du grand Israël et il se dit que s'il manque la chance véritablement de consolider les positions israéliennes, eh bien, on risque de voir le bateau fuir de tous les côtés, avoir des trous dans la cale. Pas par hasard si on a passé, je crois que c'était hier, on a passé le Titanic sur la première chaîne en France. Hasard des programmations, mais hasard très symbolique, et de voir une partie des populations israéliennes repartir dans leur terre d'origine, puisqu'on parle toujours d'origine juive, mais beaucoup sont français, beaucoup sont polonais, ukrainiens. Enfin, là, ils repartiront peut-être pas tout de suite en Ukraine. Mais beaucoup, la plus grande communauté, à part, je ne parle pas des séfarades, chez les Ashkénazes, la plus grande communauté vient de Russie. 1 million et demi. Donc tous d'ailleurs, certains ont prétendu être juifs, tous ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'Israël offrait des possibilités d'accueil et d'épanouissement. Apparemment, la vie est très chère en Israël, qu'ils ne trouvaient pas dans l'ex-Union soviétique. Voilà, donc les perspectives ne sont quand même pas grandioses, elles ne sont pas très encourageantes, et le monde se trouve, il y a cette tenaille, mais tenaille, ça veut dire qu'il y a deux mâchoires, mais les deux